Donc, bonjour à tous, je me présente Valérie Dussault. Aujourd'hui, j'ai la chance de passer en entrevue le chef du Parti vert du Québec, Alex Tirel. Donc, bonjour, Monsieur Alex Tirel. Bonjour. Vous avez été élu chef du Parti vert du Québec à l'âge de 25 ans en septembre 2013. Depuis ce temps, le parti a adopté une vision éco-socialiste, multiculturelle et féministe. Plus récemment, le parti a adopté aussi une position fédéraliste. Vous avez obtenu votre diplôme universitaire en sciences de l'environnement plus tôt cette année et êtes maintenant occupé à préparer l'élection de 2018. Comment vont les préparatifs et quels sont vos plans pour l'année 2018? Bien, 2018, c'est une très grande année qui s'en vient pour le Parti vert du Québec. Comme vous savez, c'est l'élection générale québécoise de 2018. Donc, beaucoup de préparation en ce moment au parti, beaucoup de gens qui travaillent très fort pour développer le programme, pour recruter des candidats dans l'ensemble des régions du Québec. Là, on est vraiment très encouragés de pouvoir participer dans cet exercice démocratique qui s'en vient. Vous êtes actuellement toujours à la recherche de candidats pour la campagne électorale de 2018? Oui, mais en fait, jusqu'à présent, on a une trentaine de candidats qui seront annoncés au début du mois de janvier. Mais il y a encore beaucoup de place parce que le Québec, c'est parmi les provinces avec le plus grand nombre de sièges aux législateurs, donc 125, c'est quand même un très grand défi. Et on est à la recherche de candidats pour la majorité des régions du Québec en ce moment. Intéressant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'il faut faire pour devenir candidat? En fait, devenir candidat, c'est vraiment une façon de contribuer positivement à la démocratie québécoise, de faire valoir ses idées, de s'assurer que l'environnement prenne une place importante au sein du débat politique. Donc, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun frais associé à ça. C'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. On cherche des gens avec des parcours différents. Il y a certaines personnes qui le font à 18-19 ans, d'autres gens qui le font à la retraite, des gens avec l'université, des gens sans beaucoup de scolarité. C'est vraiment différent. Puis nous autres, ce qu'on cherche vraiment, c'est des gens qui se reconnaissent dans les valeurs du Parti vert du Québec et qui sont prêts à passer à l'action pour défendre l'environnement, pour défendre la justice sociale et pour faire une contribution positive à la démocratie. En 2016, le Parti vert du Québec a signé une entente avec le Parti québécois, la CAQ, Québec solidaire et Option nationale en matière de représentation proportionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet accord et la tournée québécoise à laquelle vous avez participé? Oui, mais en fait, plus tôt cette année, on a fait une tournée du Québec avec les autres partis politiques, mais aussi avec le mouvement Nouvelle démocratie, ce qui est une organisation à but non lucratif qui milite pour la réforme du mode de scrutin. Et en fait, en 2016, on avait signé une entente avec les 4 autres partis que vous avez mentionnés là, pour tenter d'élaborer un consensus sur la réforme du mode de scrutin. Et selon nous, on a vu ce qui est arrivé au fédéral. Le premier ministre a promis de réformer le mode de scrutin, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a pu exploiter le fait qu'il n'existait pas un consensus parmi les partis d'opposition sur exactement quel mode de scrutin que les gens voudraient. Donc, au Québec, on a pris note de ça, puis les partis politiques, on travaille ensemble avant l'élection pour arriver à un consensus avec le plus de détails possible. Puis on espère que si un parti, à part les libéraux, prennent le pouvoir, qu'on va pouvoir réellement avoir la réforme du mode de scrutin. Mais ce qui reste à faire dans la nouvelle année, c'est vraiment une sortie commune avec les chefs du Parti québécois et de la CAQ. On espère qu'ils vont vouloir signer une deuxième entente qui tient compte de tout ce qu'on a reçu comme point de vue des citoyens dans la tournée qu'on a effectuée dans plusieurs régions au Québec. Donc, on a vu récemment la montée de la CAQ dans les sondages. Que pensez-vous de tout cela? Bien, je pense que ça démontre que les gens sont vraiment fatigués du gouvernement libéral. On a vu dans l'élection partielle de Louis Hébert, aussi que j'étais candidat au mois d'octobre, il y a eu vraiment un vague de changements vers la CAQ. Mais le problème pour nous, c'est que la CAQ propose des vieilles solutions, propose vraiment de déréglementer l'économie et de favoriser avant tout les grandes entreprises. Mais pour faire ça, ils sont en train de proposer des grandes coupures dans les services publics, des grands sacrifices sur le plan écologique. C'est un parti qui veut vraiment aller de l'avant avec les forages pétroliers. Donc, selon nous, la CAQ, c'est vraiment une mauvaise option pour les Québécois, mais ça démontre qu'il y a justement une volonté de changement dans la population. Et quelles sont les principales différences entre la CAQ et le Parti vert? Je pense que c'est une question de priorité. La CAQ veut avant tout aider les grandes entreprises, les gens très riches. Nous autres, au contraire, on veut aider tout le monde. On veut que tout le monde ait accès au système de santé publique, tout le monde puisse aller aux études, peu importe les moyens de payer.
Et la CAQ, c'est vraiment c'est quelque chose de très semblable aux conservateurs de Stephen Harper. Donc, Québec solidaire a récemment fusionné avec le parti ultra-souverainiste Option nationale. Dans le contrat de fusion, Québec solidaire a convenu de dénoncer le régime colonial canadien sur le même néolibéralisme. Que pensez-vous de cette tournure des événements et quelle est la position du Parti vert à l'égard de cette fusion? Je pense que Québec solidaire et Option nationale ont fusionné, là, c'est leur choix, mais en même temps, Québec solidaire a accepté des compromis importants pour mener à cette fusion-là. Notamment, comme vous dites, ils vont devoir dénoncer le régime colonial canadien avec la même en vigueur que l'austérité et le néolibéralisme. Donc, à quelque part, c'est quand même un grand changement chez Québec solidaire parce que les sondages d'opinion nous montraient que par le passé, presque 45% des électeurs de Québec solidaire sont contre l'indépendance du Québec. Donc, à quelque part, c'est quand même un virage majeur qu'ils sont en train de prendre. Et selon moi, ça va être très difficile pour un éventuel gouvernement de Québec solidaire de vraiment défendre l'agenda de la gauche québécoise s'il propose de faire un référendum dans le premier mandat. Et c'est ça qui est écrit justement dans le contrat de fusion. Donc, nous autres, contrairement à Québec solidaire, on est prêts à travailler tout de suite sur les priorités de gauche. On ne va pas s'accrocher avec une troisième campagne référendaire. On ne pense pas que construire des frontières avec le reste du Canada, c'est une solution à tous ces problèmes-là. Au contraire, on préfère de travailler justement avec des gens progressistes dans les autres provinces pour reformer le Canada. Maintenant, concernant les libéraux, le gouvernement de Philippe Couillard a passé les 3 dernières années à couper dans les services, le financement de l'éducation, les soins de santé, l'environnement. Maintenant, au cours de l'année électorale, ils disent que les 3 années d'austérité leur ont permis de réinvestir dans la santé et l'éducation. Ils appellent cela une citation de transformation. Que faites-vous de tout cela? Mais je pense que c'est une opération de relations publiques. En fait, le gouvernement tente de nous faire croire qu'ils ont vraiment investi dans les services de santé et d'éducation, mais au contraire, ils ont passé 3 ans à couper et ce qu'ils ont réinjecté dans l'année préélectorale n'est qu'une petite fraction de tout ce qui a été coupé. Fait que je pense que les Québécois sont vraiment plus intelligents que les libéraux estiment et ils vont voir à travers de tous ces stratagèmes politiques-là. En ce qui a trait à l'environnement, ils ont assoupli les règlements sur le forage pétrolier, notamment en autorisant la fracturation à l'aide de 150 mètres. Maintenant, ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter les subventions publiques à l'aide d'industries pétrolières. Que pensez-vous de tout cela? Mais je pense que le gouvernement Couillard se met vraiment à genoux devant l'industrie pétrolière et que même on pourrait dire que les intérêts de l'industrie pétrolière ont infiltré le gouvernement. Ils ont énormément de lobbyistes qui travaillent à Québec pour convaincre les députés d'appuyer l'industrie pétrolière, même pas juste d'appuyer dans le sens de donner des forages et de déréglementer, de permettre toutes sortes d'affaires qu'on pensait complètement absurdes, telles que permettre des forages dans les rivières et les lacs au Québec. Mais le gouvernement va de l'avant et non seulement qu'il appuie de cette façon-là, mais il appuie aussi avec un investissement important de la part des contribuables à travers l'Investissement Québec qui subventionne les forages pétroliers. Donc, si on prend l'exemple de la Gaspésie, les compagnies pétrolières ont reçu de l'argent à cause que le gouvernement a annulé le projet sur Anticosti. Et ensuite, ils ont pris cet argent-là pour justement débuter des forages en Gaspésie avec l'aide d'une subvention additionnelle du gouvernement pour ces nouveaux forages-là. En fait, c'est quand même un paradoxe parce que l'industrie privée ne semble pas capable ou il n'y a pas une volonté de l'industrie privée pour venir faire des forages au Québec parce que le potentiel n'est pas très élevé. Mais le gouvernement injecte des fonds publics justement pour que ces forages-là se font quand que le marché privé refuse d'investir. Donc, à quelque part, je pense que c'est quand même un grand problème, mais selon nous, on ne devrait pas avoir de forage pétrolier au Québec. Pour 2018, le Parti vert du Québec recherche des candidats dans la majorité des régions du Québec. Nous sommes un parti politique, écosocialiste, féministe et multiculturel qui vise une transformation majeure de la société québécoise. Se présenter en politique, c'est une opportunité de contribuer positivement à la société québécoise et défendant l'environnement et la justice sociale. Si vous aimez les défis, que vous avez l'environnement à cœur et que la politique vous intéresse, c'est votre jour de chance. Affichez avec fierté les couleurs du Parti vert du Québec. Présentez-vous aux élections provinciales 2018. Joignez-vous au Parti vert du Québec!
Donc, quelle est la position du Parti vert sur le forage pétrolier au Québec? En fait, le Parti vert du Québec est opposé à tout nouvel projet d'infrastructure pétrolier, y compris des nouvelles forages. Donc, nous autres, on croit qu'il faut vraiment réduire notre dépendance au pétrole. Il faut le faire le plus rapidement possible si on veut respecter les engagements qu'on a pris dans l'accord de Paris. Et si on veut vraiment changer la tendance et en consommer moins, mais il faut absolument arrêter de forer, d'ajouter les oléoducs et ajouter des infrastructures qui vont durer parfois des générations. Là. Donc, c'est vraiment important qu'on dise non à l'industrie pétrolière. On est déjà en 2017. Si on veut respecter l'accord de Paris, il faut avoir la carboneutralité d'ici 2050. Donc, c'est vraiment une question de respecter la science sur les changements climatiques là, et dire non à l'industrie pétrolière. En ce qui concerne les questions environnementales, quel a été le point culminant de 2017? Je pense que la plus grande victoire de 2017, c'est vraiment l'annulation du projet d'oléoduc Énergie Est, parce que c'était vraiment un immense oléoduc qui était pour contribuer à l'expansion des sables bitumineux, l'arrivée du pétrole des sables bitumineux au Québec. Et le mouvement écologiste a monté vraiment une belle campagne d'opposition là, à ce projet-là. Et on s'est fait entendre, pas juste par les gouvernements, mais dans ce cas-ci par le promoteur là, qui a carrément cancellé son projet. Donc, je pense que c'est quand même un grand pas de l'avant, mais pour ce qui se concerne là, les sables bitumineux, il faut continuer à travailler très fort parce qu'il y a quand même l'oléoduc Keystone XL que M. Trump fait la promotion ouvertement. Les sables bitumineux, c'est vraiment incompatible avec les changements climatiques. Là. Si on veut respecter les engagements dans l'accord de Paris, il faut absolument arrêter d'exploiter des sables bitumineux. Il faut laisser ce pétrole-là dans le sol et aller de l'avant avec la transition énergétique. Mais je pense que c'est quand même une belle victoire que les gens, surtout au Québec, peuvent être très fiers là, de ce qui a été accompli. Puis j'espère qu'on va pouvoir avoir d'autres victoires comme ça en 2018. Plus tôt cette année, nous avons appris qu'il y a une crise de recyclage au Québec. Nous ne sommes pas en mesure de recycler notre carton. Quelle est la position du Parti vert sur cette question? En fait, c'est ça. On a quand même un problème assez grave avec le recyclage au Québec. Anciennement, là, on exportait notre carton en Chine pour qu'ils fassent un recyclage là-bas. Mais maintenant, la Chine a décidé de fermer ses frontières là, à ce type de recyclage ou bien de déchets, dépendant comment qu'on le voit. Et là, ça devient au Québec de trouver une autre solution. Comment est-ce qu'on va recycler notre carton? Parce que si on ne trouve pas une solution, ça va être tout dans l'enfouissement. Et il y a vraiment une possibilité de créer des emplois et de stimuler l'économie locale si on serait capable de recycler nos propres biens ici localement au lieu de les envoyer à l'autre bord du monde. D'après nous, le gouvernement devrait faire des investissements vraiment majeurs dans l'industrie du recyclage à l'heure actuelle pour corriger cette crise. Les scientifiques disent que 2017 est sur la bonne voie pour être la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est de plus en plus évident là, que les changements climatiques, c'est vraiment la principale menace à la race humaine et à la planète. Il faut absolument prendre de l'action. 2017, comme vous dites, c'est en voie là, d'être la deuxième année plus chaude, mais 2016, c'est l'année plus chaude sur record. Là. Donc, il faut vraiment qu'on prenne des actions et ça démontre qu'on ne peut plus attendre pour agir sur ces choses-là. Il faut vraiment passer à l'action. Il faut que tout le monde s'implique pour changer les choses, pour faire de la pression en politique, pour alimenter des groupes écologistes et qu'on puisse vraiment aller au fond des choses et corriger ce problème-là qui se retrouve à être le défi d'une génération complète. Là. La Banque mondiale vient d'annoncer qu'elle va se séparer des énergies fossiles à partir de l'année prochaine. Vous avez participé au mouvement Divest à l'Université de Concordia et avez demandé aux banques canadiennes et à la Caisse de dépôt de se désinvestir également. Pensez-vous que la décision de la Banque mondiale aura un impact positif sur le mouvement de désinvestissement ici au Canada? Oui, je pense qu'en fait, c'est une très bonne nouvelle que la Banque mondiale a annoncé qu'ils ne vont plus investir dans les énergies fossiles et c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps là, au Québec pour la Caisse de dépôt et placement. Il y a quand même un très grand pourcentage des placements de la Caisse qui sont investis dans le pétrole de l'Ouest canadien. Même chose pour les universités. Pourtant, ça devrait être des leaders. Et ce que la Banque mondiale nous dit, c'est que ces campagnes-là ont du succès, vont aller de l'avant. Donc, le plus rapidement possible qu'on peut désinvestir nos institutions publiques, le mieux que ça va être pour le climat. J'aimerais aborder la question de la décharge de déchets nucléaires de Chalk River. Le site de dépôt proposé est à seulement 1 km de la rive de la rivière des Outaouais. En août, le Parti vert du Québec a organisé une réunion d'information sur cette question à Gatineau. Pouvez-vous nous en dire plus sur la bataille contre les laboratoires nucléaires canadiens? Oui, mais en fait, ça, c'est un projet qui est vraiment dangereux là, parce qu'on parle de mettre des déchets nucléaires
à 1 km de la rivière des Outaouais, qui est une source d'eau potable, non seulement pour les gens de la région, mais aussi de la région de Gatineau, Ottawa, Montréal et aussi Québec. Là. Donc, s'il y aurait un accident à cet endroit-là, ça pourrait contaminer l'eau, pas juste pour quelques années, mais vraiment pour des centaines d'années. Fait qu'on ne peut pas prendre le risque de mettre ces déchets-là à côté de la rivière et on comprend que des laboratoires nucléaires canadiens aimeraient stocker ces déchets-là sur le terrain qui les appartient déjà. Mais selon nous, il faut vraiment que cette entreprise-là retourne à l'étape de planification et trouve un endroit beaucoup plus sécuritaire. Nous autres, on a tenu une journée d'information avec les experts du domaine, notamment Gordon Edwards, un militant antinucléaire très connu, pour informer justement les gens du mouvement écologiste de ce qui se passe là-bas avec ce problème-là, parce qu'on a beaucoup de gens qui s'impliquent pour protéger l'eau potable dans le contexte de développement des oléoducs et de l'industrie pétrolière. C'est très important, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de plus en plus des gens qui étaient dans le mouvement anti-oléoduc qui se joignent au mouvement contre le dépotoir nucléaire de Chalk River. Et nous autres, au Parti vert, on a demandé un BAP au ministère de l'Environnement. Malheureusement, elle a refusé. Elle a dit que vu que le projet n'est pas sur le sol québécois, qu'il n'y a aucune possibilité de tenir un BAP. Nous autres, on croit qu'ils pourraient quand même tenir un BAP pour évaluer là, justement là, les impacts, un peu comme ils ont fait pour Énergie Est dans le passé. Mais malheureusement, ils ont refusé et je pense que si les citoyens se mobilisent, on va être vraiment capable de freiner ce projet-là. Êtes-vous à la recherche de défis? Désirez-vous militer pour une bonne cause? Pensez-vous que l'environnement devrait être un enjeu prioritaire? Aimeriez-vous vous impliquer en politique? Si la réponse est oui, c'est votre jour de chance. Présentez-vous aux élections provinciales 2018. Affichez avec fierté les couleurs du Parti vert du Québec. Joignez-vous au Parti vert du Québec! En matière de transport en commun cette année, le réseau électrique métropolitain a progressé malgré une opposition généralisée, une contestation judiciaire et une recommandation défavorable au BAP. Le nouveau maire de Montréal a proposé une extension de métro, la ligne rose, et Philippe Couillard a exprimé son soutien pour un monorail à grande vitesse entre Montréal et Québec. Quelles sont vos options sur ce projet? On pense que c'est vraiment important d'investir dans le transport en commun. Donc, par exemple, d'expansionner le métro de Montréal, comme Valérie Plante a proposé avec la ligne rose, c'est une très bonne idée. Mais il faut aussi prolonger les autres lignes de métro. Par exemple, de prolonger de Côte-Fertue jusqu'à Laval, Longueuil, prolonger la ligne jaune. Et même des gens qui voudraient aussi voir la ligne verte le prolonger. Et même chose avec la ligne bleue là, dans l'Est Montréal. Fait que tous ces projets-là, c'est des choses qui sont très importantes. On appuie ce virage-là vers le transport en commun. Pour ce qui est du réseau électrique métropolitain, c'est un projet qui est très controversé, qui a beaucoup d'opposition, notamment parce que ça va détruire vraiment beaucoup de zones vertes sur l'île de Montréal et que les gares sont placées plutôt pour faire du développement dans le futur que pour servir la demande actuelle. C'est aussi un projet qui est privatisé, donc c'est la Caisse de dépôt qui va être le propriétaire, qui va tenter de générer des profits à partir des tarifs. Donc malheureusement, les tarifs vont quand même être assez élevés. Et selon nous, ce projet-là n'est pas suffisant pour vraiment faire le virage de délaisser l'automobile privée et passer au transport en commun. Pour ce qui est de Philippe Couillard qui a proposé un monorail électrique là, entre Montréal et Québec, c'est une belle idée, mais malheureusement, sur le plan technique, c'est pas faisable. Il y a des experts qui ont démontré que le projet n'est pas réaliste. Et selon nous, au Parti vert, le premier ministre appuie ce projet-là simplement pour divertir l'attention du projet de train à haute fréquence de Via Rail, qui est déjà proposé, qui a déjà fait l'objet d'études, qu'actuellement on attend voir si le gouvernement fédéral va financer ce projet-là. C'est un train qui pourrait lier la ville de Windsor, Ontario, jusqu'à Toronto, Ottawa, Montréal, Québec. Ça, c'est un vrai projet, là. Et le monorail, c'est une tactique de diversion pour pas que les gens s'impliquent pour le projet de Via Rail. Comment se passe la campagne pour le transport en commun gratuit? Bien, la campagne se passe quand même très bien. Plus tôt cette année, j'étais allé visiter le maire sortant de Beauharnois. Ça, c'est une ville qui a adopté le transport en commun gratuit en 2016. Donc, c'est un nouveau service de transport en commun. Ils se sont dit, mais pourquoi mettre des tarifs quand, dans le fond, le but, c'est de faire en sorte que les gens vont l'utiliser?
et qui vont adopter ce moyen de transport-là rapidement. Tu sais, pas charger 3-4 piastres le billet et attendre 10 ans avant qu'il y ait une importante utilisation. Ils ont dit on va le rendre gratuit tout de suite. Et ce que le maire m'a dit, c'est que ça crée vraiment beaucoup d'intérêt dans la ville et il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, des familles qui viennent s'installer à Beauharnois à cause que, de un, il y a un système de transport en commun et de deux, c'est gratuit. En même temps, tu as des entreprises qui vont aller s'installer dans le parc industriel et qui sont très contents de savoir qu'ils puissent avoir des employés qui n'ont pas nécessairement besoin d'automobile parce que c'est un problème en région quand tu as des entreprises, mais pour se rendre à l'entreprise, mais si tout le monde doit prendre un auto, c'est vraiment un frein à l'économie. Puis le fait qu'ils peuvent avoir des quartiers résidentiels dans la même ville que le parc industriel et que les gens peuvent se rendre en transport en commun gratuit, mais c'est un avantage pour tout le monde et ça attire justement des entreprises et des familles à venir s'installer dans la ville. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose et on a fait la promotion de l'idée dans l'élection partielle de Gouin, même chose dans Louis-Hébert. C'est quelque chose qui résonne avec les Montréalais, mais aussi dans les régions. Et dans l'élection municipale, les candidats à la mairie de Montréal ont dû se positionner là, sur cet enjeu-là parce qu'il y avait une nouvelle étude qui a sorti en disant que justement ça mérite le temps d'être étudié, là, cet enjeu-là. Et en plus, ce qui était un peu surprenant, c'est que dans la course à mairie au Saguenay, il y a un ancien député conservateur qui a appuyé l'idée de la gratuité du transport en commun. Donc, c'est vraiment intéressant de voir, même s'il n'a pas gagné, que l'idée peut résonner parfois sur la droite là, de la politique, mais c'est vraiment quelque chose qui a du bon sens, une solution économique au problème qu'on a, ce qui est les changements climatiques. Et il faut vraiment encourager le virage de société. C'est que quand les transports en commun sont moins chers et plus rapides que les voitures privées, là, que le monde va vraiment adopter ce mode de transport-là en grand nombre. Vous avez participé à la protection de l'espace vert, plus particulièrement à Pierrefonds-Ouest, où vous avez participé à la consultation publique. Pensez-vous que la nouvelle administration municipale bloquera le projet? Bien, j'espère que oui, là, parce que ce projet-là, on parle de plus que 6000 portes, des maisons détachées, toutes sortes de différents aménagements, dans un endroit qui a été partiellement inondé là, ce printemps là, avec ce qu'on a vu à Pierrefonds. Donc, c'est un projet qui va détruire parmi les seules forêts qui restent, les seuls espaces verts qui restent sur l'île de Montréal. Donc, pour nous, c'est vraiment important de protéger ces endroits-là. On va devoir militer un peu plus dans l'année qui s'en vient, là, mais on est quand même très confiant de pouvoir préserver ce boisé-là. Donc, cette année, il y a eu la fusillade meurtrière à Québec. Il y a eu une augmentation des crimes de haine et même les libéraux ont déposé une loi islamophobe. Que pensez-vous de cela? Bien, on pense que ce qui est arrivé au mois de janvier là, à la mosquée de Québec, là, c'est vraiment déplorable là, et c'est le genre d'actes terroristes qui peuvent se produire quand on a un rhétorique islamophobe qui rentre dans le mainstream au Québec. Là. Puis malheureusement, ce qui m'a vraiment choqué avec tout cet incident-là, c'est qu'après la fusillade, quand les députés ont retourné à l'Assemblée nationale, mais l'ensemble des partis d'opposition, y compris Québec solidaire, le premier enjeu qu'ils voulaient traiter, là, c'est le bannissement des symboles religieux pour les juges, les procureurs de la couronne et policiers. Et franchement, là, moi, j'aurais jamais pensé voir ça qu'après une tel acte de terrorisme, là, que les gens auraient retourné, reformulé ces mêmes demandes-là. Je trouve ça déplorable. Il y a eu quand même beaucoup de solidarité qui a été démontrée suite à cet incident-là, mais on a quand même l'extrême droite au Québec qui est de plus en plus mobilisée, qui prend de plus en plus d'espace dans les médias de masse. Et on a vu plus récemment là, avec la fausse nouvelle de TVA là, qui prétendait que des femmes avaient été enlevées d'un chantier de construction là, à cause de la demande des mosquées. C'est complètement fabriqué. Ça contribue de façon très négative là, au climat au Québec. Le Parti vert du Québec, on est un parti multiculturel. On est opposé à toutes ces mesures-là qui visent des religions en particulier. Cela nous amène à l'élection partielle de Gouin, où vous avez couru contre Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, mais en fait, c'était vraiment une excellente campagne qu'on a faite là, au mois de mai dans l'élection partielle de Gouin, ce qui est une circonscription montréalaise qui est surtout à gauche. Et dans cette élection-là, on a pu présenter la position fédéraliste du Parti vert du Québec qui a été adoptée plus tôt cette année et de vraiment expliquer notre programme éco-socialiste aussi. Là. Donc, c'était vraiment une belle opportunité d'expliquer aux gens que le mouvement souverainiste n'a pas la monopole sur la politique de gauche au Québec et qu'il y a quand même des nouvelles options. Et
le résultat a été vraiment très favorable au Parti vert et ont été très encouragés par cette expérience-là. Êtes-vous à la recherche de défis? Désirez-vous militer pour une bonne cause? Pensez-vous que l'environnement devrait être un enjeu prioritaire? Aimeriez-vous vous impliquer en politique? Si la réponse est oui, c'est votre jour de chance. Présentez-vous aux élections provinciales 2018. Affichez avec fierté les couleurs du Parti vert du Québec. Joignez-vous au Parti vert du Québec! Vous étiez également candidat à l'élection partielle de Louis Hébert près de Québec. Le point central de votre campagne était les émissions toxiques provenant d'un atelier de peinture industrielle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce dossier? Oui, mais en fait, c'est un dossier très important, pas juste pour les réserves locales, mais vraiment pour l'ensemble du Québec, parce que à Louis Hébert, le plus précisément à Cap-Rouge, il y a une compagnie de peinture industrielle qui émet des émissions toxiques là, dans un quartier résidentiel là, à quelques centaines de mètres d'une école primaire là, même. Et malheureusement, malgré 7 ou 8 constats d'infraction du ministère de l'Environnement et plusieurs tests qui ont été faits, là, le gouvernement semble ne pas être capable là, de régler le problème. Plein d'obstacles juridiques mis en place par la compagnie, mais qu'au fond des choses, les lois au Québec ne sont pas assez puissantes pour vraiment protéger les citoyens qui font face à ce genre de situation. Et c'est étrange parce que dans tous les autres contextes, là, quand on est en train de commettre un crime, là, ou on est en train de nuire à quelqu'un, de nuire à sa santé, les policiers interviennent là, pour mettre fin à ça rapidement. Quand c'est des enjeux de l'environnement là, ou de pollution, il n'y a pas de police environnementale. Il y a juste des structures bureaucratiques là, du ministère de l'Environnement et tout ça. Ça prend des années là, à régler les affaires. Puis pendant tous ces démarches juridiques-là sont en train de se faire, mais les gens sont exposés aux émissions de peinture. Là. Donc, à quelque part, c'est vraiment un problème très important. Et là, on est quand même plusieurs mois après l'élection. Le premier ministre s'est engagé là, sur une vidéo tournée sur un téléphone cellulaire à 3 jours du vote là, de déménager l'entreprise et de faire en sorte que le problème soit réglé. C'est toujours pas réglé. Ils ont changé le ministère de l'Environnement, changé le ministère de la région de la Capitale-Nationale. Fait que c'est même plus les mêmes porte-paroles qu'à l'époque. Et les gens sont laissés sans résultat là, sur ce dossier-là. Et c'est vraiment déplorable. Là, et j'espère que pour la santé des gens, on va pouvoir le régler rapidement. Mais le Parti vert, le gouvernement du Parti vert ne tolérerait jamais ce genre d'abus. Et nous autres, on voudrait justement mettre en place une police environnementale là, qui peut régler ces choses-là rapidement au lieu de se ramasser dans les démarches juridiques interminables. Depuis que vous êtes devenu chef du Parti vert en 2013, combien d'élections partielles avez-vous eu? En fait, je me suis présenté dans 6 élections partielles et 2 élections générales. Donc, ça fait 8 campagnes électorales en tout. Là, et je pense que c'est peut-être un record au Québec là, de savoir présenter 8 fois là, dans une période de 5 ans et 1 mois. Mais c'est vraiment une très belle expérience. Les élections partielles, là, c'est une opportunité de vraiment échanger avec les électeurs dans plusieurs régions différentes du Québec, autant à Montréal qu'au Saguenay, dans la région Capitale-Nationale, dans le coin de Victoriaville aussi. Et ça nous donne beaucoup de points de vue différents là, sur notre programme et ça nous permet d'améliorer aussi notre programme pour tenir compte là, du point de vue de toutes ces régions là, différentes que j'ai eu la chance de visiter. Là, donc, c'était vraiment une très belle expérience. Et avez-vous choisi où vous allez faire votre course électorale en 2018? Oui, c'est choisi, mais l'annonce sera faite en début d'année. Le Parti vert du Québec est le seul parti éco-socialiste du pays. En tant que chef de ce parti, vous avez clairement indiqué que vous voulez que le mouvement écologiste canadien prenne un virage important vers la gauche. Comment les choses se passent-elles au niveau fédéral et dans les autres partis provinciaux? En fait, c'est ça. Le Parti vert du Québec est vraiment l'aile gauche du mouvement vert canadien. Donc, on est le seul parti vert au Canada qui se définit comme éco-socialiste et on a un agenda quand même ouvert d'influencer le mouvement pour rejoindre notre point de vue. Parce que selon nous, l'éco-capitalisme, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Et l'électorat demande quand même un changement majeur, là, pas juste quelques petits changements. Là, il faut vraiment prendre un virage de société. Là, donc, jusqu'à présent, là, les choses vont quand même bien, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire aussi. Là. Avez-vous eu beaucoup de succès à défendre la gauche au sein du Parti vert du Canada?
Bien, on a eu des succès limités, là, je dirais. En 2016, on a réussi à adopter une position en faveur du BDS, donc le boycott contre l'État d'Israël, pour tout le traitement du peuple palestinien. Ça, c'était une belle victoire. Depuis, ça a été un peu plus difficile, là, je dirais. Il y a un congrès qui s'en vient l'année prochaine. J'espère que les gens vont pouvoir pousser des résolutions, là, justement, en faveur d'un agenda de gauche, là, mais on verra quel serait le résultat. Et avez-vous l'intention d'assister à la convention du Parti fédéral en 2018? Mais en fait, j'aurais bien aimé assister au congrès, mais malheureusement, les dates choisies sont en conflit avec la date d'élection fixe au Québec. Et donc, malheureusement, l'ensemble des candidats du Parti du Québec et l'ensemble de nos militants impliqués et moi-même ne pourront pas être présents dans le congrès fédéral. Et on trouve que c'est une opportunité manquée et que le Parti du Canada devrait justement tenir compte là, du point de vue des Québécois et des francophones et qu'on devrait avoir le droit de militer pour notre agenda là, au sein des structures démocratiques là, du Parti du Canada. Certaines personnes ont suggéré que les dates de la Convention ont été choisies dans l'intention de vous exclure, vous et vos partisans, de la Convention. Pensez-vous que c'est le cas? Bien, c'est difficile à dire. Moi, selon les réponses que j'ai eues, là, il n'y a pas vraiment d'autres explications qui ont été données de la part de la chef fédérale là, ou du Conseil fédéral. Donc, malheureusement, là, on ne peut pas dire exactement pourquoi que ces dates-là ont été choisies, mais c'est sûr que l'effet que ça va avoir, là, c'est qu'on va être exclu. Et c'est peut-être un obstacle là, dans notre cheminement là, pour l'agenda de la gauche au sein du mouvement du Parti du Canada, mais on ne va pas s'arrêter à ça, on va continuer de militer dans les années qui vont suivre. Cela a été la première année de la présidence Trump. Le président s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat, a défendu les suprématistes blancs tout en rétablissant un climat de racisme, de déportation et d'injustice. Que pensez-vous de ce président qui fait maintenant l'objet d'appels à sa démission pour agression sexuelle, ingérence étrangère et bouffonnerie? Je pense que le président devrait démissionner. Ou du moins il devrait être retiré par son poste par le Congrès. Ce qu'il a fait est complètement inacceptable, autant sur le climat que sur d'autres dossiers. Là, il est accusé d'agression sexuelle maintenant par au-dessus de 16 femmes là, qui ont apparu dans un nouveau documentaire. C'est des choses qui sont très graves. On l'a vu avec le mouvement, moi aussi, toute cette année, là, des dénonciations. Ça fait tomber beaucoup de gens en position de pouvoir. Monsieur Trump ne devrait pas être considéré supérieur à tous les autres là, qui ont perdu leur position. Là. Et il devrait justement avoir une enquête ou sinon une démission là, à cause de toutes ces allégations-là. Et je pense que justement la présidence Trump va donner de l'élan là, à la gauche aux États-Unis. Là. L'élection 2016, c'était quand même particulière. Là, on avait quand même une montée du socialisme, mais aussi là, de tout ce qui est Donald Trump en même temps. Donald Trump, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de soutien même dans son propre parti. Et d'après moi, les gens aux États-Unis sont assez intelligents là, pour chasser le président là, de la Maison-Blanche là, et vraiment d'avoir quelque chose un peu plus raisonnable là, à sa place. Vous avez été un ardent défenseur de la mairesse montréalaise Valérie Plante, une première fois dans la course à la direction du projet Montréal, puis une deuxième fois à titre de maire de Montréal lors des élections municipales cet automne. Maintenant qu'elle est élue, que pensez-vous de sa victoire et du travail qu'elle fait pour la ville? Bien, vraiment, je pense que la victoire de Valérie Plante à la mairie de Montréal, c'est une victoire pour toute la gauche, pour tous les gens progressistes là, à Montréal. Et jusqu'à présent, là, je suis très satisfait de son bilan. Là, le projet de agrandir le métro va de l'avant avec des études. Il y a l'achat de 300 autobus pour la STM. Il y a le renversement là, du règlement contre les chiens. Donc, c'est vraiment un nouveau départ pour la ville de Montréal qui peut redonner un peu confiance aux gens là, que la ville va être gérée plus en fonction des besoins des Montréalais et non pour faire des grands spectacles là, comme Denis Coderre faisait. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif là, pour tout le monde. Une chose que vous avez en commun est que vous avez tous les deux commencé en politique après la réforme de 2013 du financement politique. Pensez-vous que cette réforme qui limite les dons à 100 $ par personne par année a un impact positif sur les élections provinciales et municipales? Je pense que la réforme du financement public est vraiment quelque chose de très important au Québec et aussi dans la politique municipale parce que maintenant, les politiciens, on peut s'adresser directement à la population et que tout ce qu'on cherche, c'est des votes. Parce qu'on est financé selon le nombre de votes qu'on reçoit et on n'est pas vraiment capable d'aller chercher des enveloppes là, de 1000$ ou 1500$ comme c'est encore le
jusqu'au fédéral, malheureusement. Donc, la politique est en train de se recentrer autour des besoins des citoyens. Et oui, comme vous dites, moi et Valérie Plante, on a tous les deux débuté en politique suite à l'adoption de cette réforme-là. Donc, contrairement à beaucoup d'autres gens qui sont encore en politique maintenant, qui l'ont été depuis beaucoup plus longtemps, on n'a jamais eu à aller chercher des grands montants d'argent. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très important. On va voir, ça va prendre des années avant que les effets sont vraiment ressentis parce que, comme j'ai expliqué, il y a quand même des gens qui sont là depuis très longtemps qui doivent quand même des faveurs là, aux gens qui ont fait des dons. Mais avec la nouvelle génération de politiciens et politiciennes qui arrivent, là, je pense qu'on va voir comme un grand vague de changement là, autour de ces enjeux-là. L'une des grandes questions politiques de l'année a été l'arrivée d'une vague de migrants à la frontière canadienne avec les États-Unis. Pour la plupart, ces migrants fuyaient les politiques d'immigration de Donald Trump. Quelle est la position du Parti vert du Québec sur les migrants des États-Unis? Je pense que c'est très important pour le Québec et le Canada d'être vraiment une société d'accueil et de respecter le droit international. Donc, il y a un grand nombre de gens qui sont arrivés à la frontière, là, qui sont victimes de les politiques anti-immigration du président Trump. Il faut avoir la compassion envers ces gens-là, il faut quand même les accueillir en dignité et s'assurer là, qu'ils ont tout ce qui leur a besoin, là, le temps de passer à travers le processus d'immigration. Et franchement, là, je pense que dans les années à venir, là, on va voir plus de déportations si Donald Trump reste au pouvoir. Et comme voisin des États-Unis, là, c'est notre devoir là, d'accueillir ces gens-là en grand nombre. Sur une note personnelle, vous avez été le chef du Parti vert du Québec pendant un peu plus de 4 ans maintenant. Pendant ce temps, le parti s'est redéfini comme éco-socialiste, multiculturel et féministe. Plus récemment, le parti a voté pour se positionner comme un parti fédéraliste. Où voyez-vous le parti d'ici? Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès au parti depuis mon arrivée. On a pu vraiment rehausser là, la crédibilité du parti, s'impliquer dans les mouvements écologistes, comme vous dites, adopter un programme éco-socialiste, multiculturel, féministe, développer une position claire là, sur l'indépendance du Québec. Et là, en 2018, là, le défi, c'est d'expliquer ce message-là au plus grand nombre de personnes possible. Et c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers que les grands partis, on n'a pas la même tribune médiatique, mais on a quand même beaucoup de potentiel. Et je pense que quand les gens ils vont comprendre le message qu'on présente, là, qu'on va avoir du soutien en grand nombre, on a une équipe vraiment excellente de candidats et candidates là, qui va être annoncée à partir du mois de janvier. Jusqu'à présent, on a la parité de genre, là, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et j'ai vraiment hâte de présenter tous ces gens-là et de montrer aux gens ce qu'on va faire dans l'élection 2018. Là, je pense que les gens ils vont être vraiment surpris là, de ce qu'on peut faire. Donc, merci M. Tirel pour ce temps d'entrevue. Moi, je vous souhaite de mon côté bonne chance pour votre campagne électorale de 2018. Ben, merci beaucoup. Très naturel. Pour 2018, le Parti vert du Québec recherche des candidats dans la majorité des régions du Québec. Nous sommes un parti politique, éco-socialiste, féministe et multiculturel qui vise une transformation majeure de la société québécoise. Se présenter en politique, c'est une opportunité de contribuer positivement à la société québécoise et défendant l'environnement et la justice sociale. Si vous aimez les défis, que vous avez l'environnement à cœur et que la politique vous intéresse, c'est votre jour de chance. Affichez avec fierté les couleurs du Parti vert du Québec. Présentez-vous aux élections provinciales 2018. Joignez-vous au Parti vert du Québec!